Dans le froid vif de l'hiver, la capitale semblait figée dans un calme trompeur. Les rues animées, typiques de cette époque de l'année, étaient illuminées par les réverbères à l'éclat froid, mais rien n'aurait pu prévoir l'événement qui allait perturber cette tranquillité. Le juge Thomas Kingsley, une figure vénérée de la Cour suprême, avançait avec son épouse Helena, le bras autour de ses épaules, dans une démarche calme et assurée. Ce soir-là, il n'était pas seulement un magistrat respecté, mais aussi un homme d'honneur, une personne qui avait lutté toute sa vie contre les injustices systémiques. Ce dîner, organisé par le ministre de la Justice, n'était pas qu'une simple réunion de haut niveau. C'était la reconnaissance de son travail, de ses sacrifices et de son engagement à promouvoir l'équité dans un système souvent vu comme biaisé. Mais ce qui devait être un moment de célébration et de fierté allait rapidement se transformer en un cauchemar, une scène d'humiliation publique qui allait changer à jamais le cours de la soirée. Le juge Kingsley, avec sa stature imposante et son charisme naturel, portait un costume somptueux. Chaque pas semblait peser dans l'histoire du pays, comme si son simple mouvement représentait des années de lutte et d'ambition. Helena, avec une élégance discrète, le suivait de près, son visage illuminé par l'admiration qu'elle éprouvait pour lui. Ils formaient un couple puissant, uni non seulement par l'amour, mais aussi par l'histoire qu'ils avaient tissée ensemble dans le domaine de la justice sociale. À cet instant, rien ne laissait présager l'injustice qui allait éclater. Alors qu'ils traversaient le quartier chic pour rejoindre leur voiture garée non loin, une voiture de patrouille s'arrêta soudainement. Les pneus crissèrent sur le pavé gelé avant que deux policiers n'en sortent avec une démarche brusque, comme si un incident grave venait de se produire. Les policiers, l'agent Moreau et l'agent Dupuis, s'avancèrent sans aucune retenue, les visages fermés, leurs regards remplis d'un certain mépris. « Vous, monsieur, montrez-nous vos papiers », ordonna l'agent Moreau, d'une voix dénuée de toute courtoisie. Il ne semblait pas voir au-delà de sa propre autorité et des règles qu'il croyait devoir imposer sans aucune exception. Le juge Kingsley, d'abord déconcerté, prit une respiration profonde. Une tension non dite flottait dans l'air, une lourde sensation de préjugés et de suppositions raciales s'infiltrait dans la situation. D'un ton mesuré, mais ferme, il répondit. « Je suis un juge de la Cour suprême, et je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien fait de mal. » Sa voix, calme mais autoritaire, résonna dans l'air glacial de la rue. Il n'y avait pas de doute dans son esprit quant à la raison de cette interpellation. Mais les policiers, manifestement mal renseignés, ne semblaient pas apprécier la dignité de l'homme qu'ils avaient arrêté. « Nous vous demandons simplement de montrer vos papiers, monsieur, » répliqua l'agent Moreau avec un sourire forcé. « Ne vous sentez pas offensé, c'est la procédure. Nous faisons notre travail. » Helena, observant la situation qui dégénérait rapidement, tenta de prendre le contrôle de la situation, de calmer les esprits. « Thomas, ne t'énerve pas. Montrons-leur simplement nos papiers et allons à ce dîner, » dit-elle d'un ton doux mais ferme, en espérant éviter une confrontation qui pourrait mal tourner. Mais les policiers, nourris de préjugés et de leur propre autorité, ne se calèrent pas sur les appels à la raison. La tension monta instantanément. L'agent Dupuis, le plus jeune et l'élément impulsif de la paire, commença à hausser le ton. « Vous avez entendu ce que votre femme a dit ? Vous allez obéir, ou je vous embarque, » gronda-t-il, comme si l'humiliation et l'intimidation faisaient partie de son quotidien. Le juge Kingsley, acculé par l'insistance des policiers et l'injustice évidente de la situation, laissa la colère monter lentement en lui. Pourtant, il ne perdit pas son calme. Il répondit avec une froideur qui laissa l'agent Dupuis sans voix. « Je n'ai rien à prouver à des policiers comme vous, et je ne vais pas vous permettre de me traiter de la sorte. Vous ne pouvez pas me demander mes papiers simplement parce que vous me voyez ici, dans la rue. Vous ne savez rien de moi. » L'agent Dupuis, pris au piège par l'autorité et la dignité tranquille du juge, tenta de faire un geste brusque, de saisir l'homme de loi pour l'obliger à se soumettre à une fouille ou à une vérification plus intrusive. Mais c'est là qu'Helena, affolée mais déterminée, s'avança avec rapidité, se plaçant entre les policiers et son mari. « Arrêtez immédiatement. Mon mari est un juge de la Cour suprême, » dit-elle d'une voix ferme, pleine d'assurance. À ces mots, il y eut un instant de stupeur. Les policiers, désormais pris dans l'impasse de leur ignorance et de leur arrogance, se figèrent. Leur regard passa du juge à Helena, cherchant désespérément un moyen de justifier leur action. Mais au fond d'eux, ils comprenaient maintenant l'ampleur de leur erreur. Le silence s'installa pendant quelques secondes, tandis que les témoins, nombreux dans la rue, commençaient à sortir leurs téléphones portables. Des murmures circulèrent, des visages se tournèrent vers l'incident.
Le mécontentement palpable se transforma en soutien immédiat au juge Kingsley. L'air glacé du soir sembla se réchauffer avec l'indignation croissante qui envahit la rue. Le juge Kingsley, contrôlant son souffle, regarda les policiers avec une froideur extrême. D'un ton implacable, il annonça, pour que tout le monde entende. « Je vais vous attaquer pour abus de pouvoir et racisme. Ce que vous venez de faire est inacceptable. Je ne permettrai pas que ce genre de comportement soit toléré, surtout de la part de ceux qui sont censés protéger et servir. » Les policiers, désormais désemparés, commencèrent à reculer, leur arrogance dissipée par la réalité du moment. Ils se rendaient compte qu'ils venaient de commettre une erreur qui allait avoir des conséquences bien plus grandes qu'ils ne l'avaient imaginé. Le juge se tourna vers Helena, dont les yeux brillaient d'un mélange de fierté et d'inquiétude. « Nous allons rentrer à la maison, mais cette affaire n'est pas terminée. Elle vient juste de commencer, dit-il d'un ton résolu. » Ce soir-là, loin des feux de la rampe et des discussions formelles, un affrontement de plus grande envergure s'était amorcé, un combat pour la dignité, pour la justice et pour l'égalité, un combat que le juge Kingsley n'avait aucune intention de perdre. Le lendemain matin, l'humiliation publique du juge Kingsley avait déjà pris une ampleur démesurée. Les vidéos, largement partagées sur les réseaux sociaux, montraient l'agression verbale des policiers et l'incompréhension du juge face à leur comportement. Les commentaires fusaient, les hashtags appelant à la justice et à l'égalité des droits se multipliaient. Le dégoût de la population était palpable, mais la division persistait. Certains défendaient encore l'attitude des policiers, insistant sur le respect de l'autorité et de la procédure, arguant qu'ils ne savaient pas qui ils avaient en face d'eux. Mais cette opinion semblait se faire de plus en plus rare. La majorité des gens, choqués, ne pouvaient concevoir que de simples fonctionnaires de la force publique s'attaquent de manière aussi brutale à un homme respecté, un juge en poste à la Cour suprême, et surtout un homme noir. Des voix politiques s'élevaient pour exprimer leur soutien au juge. Le ministre de la Justice, tout particulièrement, manifesta son inquiétude face à la gravité de la situation. Dans un communiqué, il déclara que cet incident portait atteinte non seulement à la dignité du juge, mais aussi à l'intégrité du système judiciaire lui-même. Mais c'était surtout le discours du président qui marqua les esprits. Avec une fermeté inédite, il condamna l'agression subie par le juge Kingsley, soulignant que les institutions judiciaires devaient être protégées à tout prix. Le président appela les autorités policières à mettre en place des mesures pour éradiquer de tels comportements dans leurs rangs. Il s'agissait, selon lui, d'une question de dignité nationale, et un signal fort devait être envoyé aux policiers et à la population pour que de tels actes ne puissent plus jamais se reproduire. Pourtant, la plus grande partie de la discussion se déroulait dans les rues, où les communautés marginalisées voyaient dans cet incident une nouvelle confirmation de l'oppression systémique à laquelle elles étaient confrontées au quotidien. Des leaders communautaires prenaient la parole à travers des conférences de presse, des interviews et des manifestations. Leurs discours dénonçaient un racisme institutionnalisé dans les forces de l'ordre, une discrimination qui, bien qu'encore rarement avouée par les autorités, faisait partie du quotidien des minorités raciales, particulièrement dans les quartiers populaires. Ils appelaient à une réforme immédiate de la police, à une plus grande responsabilité des fonctionnaires de l'État, et à un changement fondamental dans la manière dont les citoyens étaient traités, quelle que soit leur couleur de peau. De son côté, le juge Kingsley se montrait inébranlable dans sa détermination. La situation était loin d'être facile, mais il savait que cet incident dépassait largement sa propre personne. Ce n'était pas seulement sa dignité qui était en jeu, mais celle de l'ensemble de la justice. En tant que juge de la Cour suprême, il incarnait l'autorité judiciaire, et cette humiliation publique était un coup porté à l'intégrité même de la justice. L'affaire n'était pas qu'une simple vengeance personnelle, c'était un combat pour l'honneur de tout un système. Il avait fait le serment de défendre la justice tout au long de sa carrière, et cette affaire n'allait pas être l'exception. Ainsi, en un temps record, il contacta ses collègues, des avocats spécialisés en droit civique et des experts du droit pénal. Le réseau qu'il avait mis en place tout au long de sa carrière se mobilisa pour déposer une plainte formelle contre les agents Moreau et Dupuis pour abus de pouvoir et racisme. Leur attitude dégradante et leur absence totale de respect pour l'autorité judiciaire étaient des comportements inacceptables. En attendant l'enquête, les 2 policiers furent suspendus de leurs fonctions, ce qui n'avait jamais été vu dans une affaire de ce genre. C'était un signe fort envoyé aux forces de l'ordre et à la société. L'impunité ne serait plus tolérée. L'affaire devint rapidement un phénomène médiatique. Des manifestations en soutien au juge Kingsley eurent lieu dans tout le pays. Des centaines de personnes se regroupaient devant les bâtiments de la justice,
scandant des slogans en faveur de l'égalité, de la dignité et de la justice pour tous. Les discussions sur les plateaux de télévision, les forums en ligne et les rassemblements publics étaient centrés sur une seule question. Pourquoi, dans une société moderne, un homme comme le juge Kingsley devait-il subir de tels traitements? Les médias ne manquaient pas de rappeler le passé historique de discrimination à l'égard des minorités et la lente évolution des mentalités face au racisme systémique. L'enquête menée par des procureurs influents et des avocats spécialisés en droit civique dévoila une réalité encore plus sombre. Les agents Moreau et Dupuis n'étaient pas des cas isolés. À travers des investigations approfondies, il apparut que plusieurs policiers avaient eu des comportements similaires, utilisant leur pouvoir de manière abusive et parfois de manière raciste. De nombreuses victimes se manifestèrent, des témoignages anonymes affluèrent, et l'enquête prit une ampleur qu'aucun des protagonistes n'avait anticipée. Ce scandale allait ouvrir la boîte de Pandore. Les failles dans la déontologie policière étaient multiples, et la découverte d'un climat de racisme institutionnalisé au sein de certains services de police prit des proportions bien au-delà de ce que l'opinion publique imaginait. L'affaire Kingsley allait ainsi marquer un tournant dans l'histoire de la justice du pays, forçant une prise de conscience collective sur la manière dont les autorités exerçaient leur pouvoir et le rôle que la justice devait jouer pour défendre les droits fondamentaux de chaque citoyen. Après plusieurs mois d'enquête, les policiers furent enfin jugés pour leurs actes. Le procès, qui se tint dans une salle d'audience bondée, attira l'attention de tout le pays. Le juge Kingsley, en tant que plaignant et victime, avait accepté de prendre la parole. C'était un moment déterminant, et son discours allait marquer l'histoire de la justice. Il se leva, d'un geste calme, et l'atmosphère dans la salle devint pesante. Ces mots, chargés de douleur mais aussi de dignité, résonnèrent profondément dans les esprits de tous ceux présents, mais aussi dans l'âme du pays tout entier. Ce que ces hommes ont tenté de faire ce soir-là, commença-t-il, sa voix grave et pleine de conviction, ce n'était pas juste un abus de pouvoir. C'était une tentative délibérée de soumettre l'autorité de la loi à leur propre petite vision du monde. Un monde où la couleur de ma peau me rend invisible, où mes qualifications et mon statut ne comptent pas, où mon titre, la Cour suprême, est ignoré, et où ma personne n'est perçue que comme une menace, simplement à cause de la couleur de ma peau. Il marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de chaque individu présent dans la salle. Ce monde, mesdames et messieurs, doit changer. Et ce changement ne se produira pas uniquement à travers des décisions judiciaires ou des réformes législatives. Il doit naître dans le cœur et dans l'esprit de chaque citoyen. Il doit être collectif. Nous devons nous demander, à chaque instant, quel monde nous voulons léguer à nos enfants. L'impact de ces paroles fut immédiat. Il n'accusait pas seulement ces deux policiers, il dénonçait un système entier qui, même s'il avait évolué sur le papier, continuait de perpétuer des injustices au plus profond de ses rouages. Ce qu'il exprimait allait bien au-delà de l'incident personnel qu'il avait vécu. Il se dressait en défenseur d'un principe universel. La justice doit être aveugle à la couleur, au statut ou à l'origine. Le peuple, à travers son regard, avait enfin compris l'ampleur de la vérité qu'il mettait en lumière. Ce discours ne fut pas seulement celui d'un homme qui avait été humilié, mais celui d'un homme qui, par son courage et son calme, redonnait espoir en la possibilité d'une vraie justice pour tous. À l'issue du procès, la sentence tomba lourdement. Les deux policiers furent condamnés à une mise à pied définitive. Cette décision ne se limita pas à la simple expulsion des coupables. Elle marquait un tournant dans la manière dont les autorités allaient désormais aborder les questions de racisme systémique et d'abus de pouvoir. Des réformes durables furent proposées, impliquant des formations renforcées sur les discriminations raciales, des audits réguliers sur la déontologie policière et la mise en place de mécanismes de contrôle plus transparents au sein des forces de l'ordre. Le processus de sélection et de formation des policiers subit également des révisions pour s'assurer que la diversité et l'impartialité seraient prises en compte, afin de prévenir d'autres abus à l'avenir. Le juge Kingsley n'avait pas seulement récupéré sa dignité, il avait, à travers son discours et son action, ouvert une brèche dans un système dont les failles étaient longtemps restées ignorées. Ce qui avait commencé comme un affrontement individuel était devenu une bataille pour l'âme même de la justice. Le pays, secoué par l'ampleur de la situation, commença à se remettre en question. Les discussions sur les inégalités raciales, sur la nécessité de reformer les institutions publiques et sur le rôle des autorités dans la construction d'une société juste prirent une ampleur sans précédent. Les citoyens, quelle que soit leur origine, commencèrent à se mobiliser pour exiger que les politiques et les pratiques changent. Le sentiment d'unité face à l'injustice se renforça, et la conviction que le pays pouvait se réformer se fit plus forte chaque jour. Le système judiciaire, quant à lui,
se retrouva à un tournant. Si les précédentes réformes avaient permis d'instaurer un cadre plus égalitaire sur le papier, il était désormais évident que de véritables changements devaient s'opérer dans la pratique. Le juge Kingsley avait rappelé à tous que la justice n'était pas seulement une question de loi et de règlement, mais de comportement et de valeurs humaines. Le regard que l'on portait sur les autres, l'empathie et l'intégrité personnelle des individus en charge de l'application de la loi devenaient essentiels. Un pays ne pouvait prétendre être juste tant que ses institutions nourrissaient des discriminations internes. Il était désormais temps de travailler à une justice véritablement égalitaire, transparente et inclusive. Helena, toujours aux côtés de son mari, vivait cette victoire avec une profonde satisfaction, mais aussi avec la conscience aiguë que ce combat ne serait pas le dernier. Elle savait que la route serait encore semée d'embûches, que d'autres injustices surgiraient, que d'autres préjugés se cacheraient dans l'ombre, prêts à éclater au grand jour. Cependant, elle aussi savait que ce qu'ils avaient accompli ensemble avait un pouvoir immense. Leur victoire n'était pas seulement symbolique. Elle était porteuse de changement, d'espoir et de courage pour ceux qui, à travers le pays, se battaient contre un système injuste et une société qui ne les voyait pas. Ensemble, ils avaient ouvert la voie à un avenir plus juste, un avenir où la dignité humaine serait enfin respectée, où chaque citoyen, indépendamment de sa couleur ou de son statut, pourrait espérer être traité avec l'égalité et le respect qu'il mérite.